Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur notre plateau. De la naissance à la fin de la vie, les besoins nutritionnels changent et évoluent. Je vous propose aujourd'hui de dérouler en compagnie de spécialistes le contenu de nos assiettes année après année pour ne pas négliger les aliments et les nutriments les plus importants à votre développement. Alimentation et cycle de vie, c'est notre sujet du jour. Avec vous, Dr Karim Louali, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Et à vos côtés, une autre spécialiste, Dr Baha Rabi'. Bonjour, merci beaucoup d'être là tous les deux. Une équipe de choc de médecins nutritionnistes pour notre alimentation année après année. Les cycles de vie, c'est comme ça que vous, les spécialistes, vous appelez cela. Alors, en préparant l'émission, je me suis dit, bien sûr, je vais commencer à partir de la naissance. Et après, je me suis ressaisie en me disant, mais ils vont me dire, mais non, Yasmine, le cycle de vie et l'alimentation, ça démarre déjà in utero. Vous confirmez? Oui, effectivement. C'est bien ça. Donc, je ne me suis pas trompée. Je me suis dit, ils vont me reprendre. Docteur Karim Louali, cette alimentation in utero, c'est-à-dire déjà ce que va consommer la maman, va conditionner véritablement la vie future du bébé? Oui, parce que le bébé baigne dans le liquide amniotique et il déglutit le liquide amniotique. Et on parle surtout à partir du 6e mois de grossesse, où si une maman a une alimentation trop sucrée, eh ben, le palais du bébé va s'habituer au sucre. Et donc, cette fameuse addiction au sucre se fait in utero, déjà. C'est-à-dire qu'à la maman, elle doit vraiment choisir ses aliments quand elle est enceinte. Puis après, à la naissance, là, le conseil que je donne, il faut laisser la nature faire. Et la nature, c'est la tétée. Il n'y a pas plus parfait que le lait maternel. Et donc, moi, je le dis toujours de grâce, ne donnez pas le biberon dans la nurserie au bébé. Parce que quand il met quelque chose dans sa bouche, le caoutchouc du biberon dans sa bouche, pour lui, c'est ça la norme. Parce qu'un bébé, ça naît avec un disque dur vierge, il n'y a rien dans la tête. C'est nous qui lui apprenons les bonnes habitudes alimentaires. Donc, il faut que ça soit le sein de sa maman qu'il reçoit en premier. Le colostrum, le lait maternel s'adapte et c'est le seul aliment. Il est suffisant durant les 6 premiers mois de sa vie. Ok. Alors, donc, premier cycle de vie, c'est quoi? Du ventre de la maman à la diversification, c'est ça? Si on devait donner le premier, on va dire, palier, ça serait ça? Les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, ça commence de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. D'accord. Et ça, c'est une théorie qui est maintenant très, très connue et on en parle beaucoup. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai, comme a dit mon ami Louali, c'est que ça dépend de ce que la maman mange, mais aussi ça dépend de l'état de santé nutritionnel de la maman avant la conception. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un programme de nutrition de la femme avant la conception. C'est-à-dire qu'elle doit être en bon état de santé, qu'elle ne manque pas de micronutriments, qu'elle ne manque pas de beaucoup c'est-à-dire dans sa composition corporelle. Elle doit être bien en bon état de santé nutritionnel. Avec de bonnes réserves. Avec de bonnes réserves de qualité. C'est ça. Mais de qualité. Donc, le cycle de vie commence, c'est vrai, de la conception. À partir de la conception, déjà, le cycle de vie commence. Et puis, bien sûr, il est conditionné aussi par, comme je vous ai dit, l'état de santé de la maman avant la conception. D'accord, c'est incroyable. Donc tout ça est intimement lié, aujourd'hui scientifiquement prouvé, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. C'est ça. Les études, ils les ont prouvées. Hein. Oui. Elle a raison, hein. On parle de carence en fer. Quand une maman démarre déjà avec une carence en fer avant qu'elle tombe enceinte, eh ben, ça se voit sur l'enfant, sur le développement de l'enfant durant la grossesse. La même chose pour l'iode, la même chose pour l'acide folique qui donne des malformations sévères. Et donc là, la notion de la consultation prénatale, c'est-à-dire préconception, c'est-à-dire je vais consulter mon médecin bien avant d'avoir le projet en tête de tomber enceinte pour préparer le terrain pour la grossesse. Alors, vous, en tant que spécialiste, vous défendez bien sûr, et beaucoup de spécialistes défendent l'allaitement maternel exclusif, en tout cas, ne serait-ce que les 6 premiers mois. C'est ça. Donc, ce premier cycle de vie, ça passe bien sûr par ce qui se passe in utero, la construction de ce bébé dans le ventre de sa maman, les nutriments qu'il va absorber de sa maman. Vous l'avez dit, ça c'est un point qui est très important, docteur Louali, cette maman à partir du 6e mois surtout devrait veiller à ne pas trop consommer de sucre pour ne pas développer un palais sucré chez le bébé qui va naître d'emblée addict déjà au sucre? Addict déjà complètement?
Vraiment. 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 D'accord. Ça ne rassure pas du tout. Surtout quand on est enceinte, on a tendance un petit peu à se faire plaisir. Exactement. C'est ça le C'est compliqué. les erreurs à ne pas faire. C'est des erreurs à ne pas faire. Ensuite, pendant 6 mois, allaitement maternel. Et à partir de 6 mois, on introduit la diversification. Exactement. Donc l'allaitement maternel exclusif, et il faut bien expliquer ce que c'est qu'exclusif, c'est que le lait maternel, il ne faut rien rajouter, ni tisane, ni rien du tout, que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois révolu, c'est-à-dire quand le 6e mois est terminé. C'est terminé. Consommé. À partir de là, on commence une diversification alimentaire. Cette diversification alimentaire, c'est elle qui va conditionner et l'état de santé, mais aussi le comportement alimentaire du futur enfant que sera ce nourrisson. Donc ça, c'est important. On ne donne ni sucre ni sel avant l'âge de 2 ans. D'accord. Ça, c'est catégorique. Mais pas en de toute honnêteté, pas de... ça ne se fait pas dans les maisons, ça. Oui. Si. Sauf si on est bien averti à l'avance, si on est bien préparé. Et là, j'ouvrirai une petite parenthèse sur la préparation de la maman. Il faut que ça devienne une coutume de préparer la maman à la maternité. La maternité, c'est-à-dire le comportement avec son enfant, que ce soit dans tous les domaines, mais essentiellement dans le domaine de nutrition. Il y a énormément de manques et on le voit quand on fait des interventions vis-à-vis de maman. Elles sont prenantes de nos conseils. Elles ne sont pas réticentes, au contraire, elles sont prenantes. Il faut juste qu'on les informe, qu'on leur donne cette éducation. Alors, c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur, Dr Louali, la diversification alimentaire. Déjà, moi, je salue les mamans, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les choses deviennent de plus en plus faciles. Il y a des groupes WhatsApp qui se créent. Moi, j'en reçois constamment, des WhatsApp des mamans qui ne savent pas quoi faire. Donc déjà, ça facilite la chose. Bien sûr, cette diversification, elle va conditionner le futur de cet enfant et puis sa santé dans le futur. C'est très, très important. Et donc, il faudrait vraiment aller progressivement. C'est-à-dire qu'on commence par les légumes d'abord, légume par légume, chaque 3 jours pour que son palais d'abord s'habitue et puis que je vois ses tolérances. Est-ce qu'il tolère ou il ne tolère pas? Et ce n'est pas la pomme de terre ni la carotte avec laquelle on commence, parce que contrairement à ce que les gens croient, c'est les haricots verts, c'est la courgette verte épluchée sans pépins, les épinards, en fait, ce genre de légumes faciles à digérer. Qui vont ensuite détester. Non, ils vont jamais les détester. Moi, je peux dire l'exemple de mon fils, qui les mange toujours jusqu'à aujourd'hui, parce qu'une diversification a été bien faite. Il faudrait juste de l'eau, les faire bouillir sans rien du tout et les mettre au mixeur. C'est-à-dire qu'il faut que son palais s'habitue à légume par légume. Et chaque 3 jours, on va introduire un légume différent. D'accord. Et pas après, en addition au premier. Jamais non, au départ. Séparément. Jamais au départ, séparément. Et après, on peut commencer à associer 2. Ok. Et puis, progressivement, on va changer les textures, on va changer les habitudes. Et puis, même la protéine ne se donne pas au départ. La protéine, il faut connaître, parce que généralement, les mamans, ils ne croient pas que c'est des enfants, ils croient qu'ils vont manger les mêmes doses que les adolescents, que les adultes. C'est-à-dire, une protéine, ça commence vers 7 mois, 6-7 mois, et on commence avec 1 cuillère à café. Ok. Et c'est quand on approche les 9 mois qu'on passe à 1 an, 9 à 1 an, qu'on donne 2 cuillères à café. Et puis, les fruits, c'est pareil. Au départ, ils doivent être cuits, mûrs, et 1 à 1 pour voir les tolérances alimentaires. Ok. Et puis, progressivement, on va ajouter des choses. Alors, il faut faire attention aussi au gluten. On ne met pas dès le départ, dès le 6e mois. Il faudrait l'introduire, mais pas au 6e mois. Le gluten que l'on trouve dans le pain, notamment? Oui, notamment. Il ne faut pas l'introduire dès le 6e mois. Il faut attendre un peu. Il faut attendre 2 mois passent, 7 mois, 8 mois pour introduire les premiers éléments de gluten. Et puis, on va aller progressivement. On va éduquer cet enfant à manger d'abord les textures. C'est d'abord en soupe, ensuite écrasé, ensuite en petits morceaux, en fonction de son évolution. Puis on va introduire la protéine, avec le poisson blanc, avec le poulet, la viande rouge en dernier lieu, progressivement jusqu'à ce qu'il ait une alimentation normale et équilibrée. Mais, j'insiste toujours, la clé, ma collègue l'a dit, pas de sucre, pas de sel, jusqu'à l'âge de 2 ans. On peut mettre de l'huile d'olive, c'est pas grave, on peut mettre des fines herbes pour donner le goût. On utilise des espèces de boules. On met des fines herbes, mais on met ça à l'intérieur quand ça bouillit, ça donne du goût. Pas de miel non plus? Non, pas de miel. Pas de miel. Les fruits secs, les oléagineux, on attend jusqu'à 2 ans. Non, c'est pas question de strict, c'est question de tolérance et c'est question de mauvais comportement qui va s'en suivre après. C'est surtout ça, c'est-à-dire il faut commencer par les légumes et si on commence par les légumes petit à petit, les enfants vont s'habituer au goût et vous avez une diversification qui est réussie. Si la diversification n'est pas réussie, le problème qui se passe après, c'est qu'il y a un refus
un rejet de tout ce qui est... Alors, moi, je me mets à la place des téléspectateurs qui nous regardent et j'imagine la scène de 2 générations qui nous regardent. Ça vous fait sourire d'emblée. La génération de la maman et la génération de la grand-mère. Exact. Et toutes les deux sont en train de vous regarder. Et donc, la maman est en train de prendre des notes par rapport à la diversification. Elle n'entend pas de miel, pas de tisane, pas de sel, rien du tout. Et puis, la maman qui lui dit « Mais tu exagères, on vous a élevé différemment. Nous, on donnait la tisane aux nouveau-nés contre les coliques. On donnait le miel très tôt pour l'immunité. » De toutes les manières, ces enfants, il faut bien qu'ils aient un petit goût, donc un petit peu de sel ne fait pas de mal. C'est quand même un discours que l'on entend en tant que jeune mère et parfois qui nous fait douter dans les discours un peu extrêmes des spécialistes. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas extrême, mais il faut mettre chaque chose dans son contexte. La génération d'avant, c'était une génération qui courait beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de tentations de produits sucrés, il n'y avait pas beaucoup de sucre rajouté. Donc les générations sont différentes. Donc maintenant, on a plus de tentations, donc il faut être dans le préventif. On sait maintenant, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la consommation du sel, sucre et gras. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et on s'est rendu compte que tout commence dès le début, c'est-à-dire au bas âge. Ouais. Avant, la question ne se posait pas. Les enfants, d'abord, la quantité d'aliments était très petite, on ne mangeait pas beaucoup. Deuxièmement, les protéines ne se mangeaient pas énormément. Le sucre ajouté, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas autant de choix. Autant de chocolat, autant de biscuits, autant de voilà. choses. Donc, c'est facile aujourd'hui d'instaurer des addictions contre lesquels on va lutter après à l'âge adulte. C'est pour ça qu'il faut être dans la prévention, mais il faut vraiment être dans le tout début au bas âge. Sachant qu'il faut rester bien sûr vigilant tout au long. C'est pas des enfants c'est pas tous les enfants qui n'ont pas consommé de sel et de sucre jusqu'à l'âge de 2 ans qui vont après ne rien consommer. C'est pas vrai, mais c'est une éducation, c'est-à-dire durant tout le cycle de la vie. Ça vous faisait sourire, docteur Ouali, ce que je racontais comme... Ma mère, elle me fait toujours la même chose. Goûte cette soupe, hein. Est-ce que toi, tu vas apprécier? Ben non, il apprécie, il finit son bol. Alors, ce qui est important, c'est cette notion de prévention. Parce que c'est très dommage, moi je vois très souvent ça dans mon travail quotidien, de recevoir des mamans qui viennent chez moi et qui me disent « Mon enfant ne me prend pas de légumes. Il prend que la pomme de terre, que les frites et la protéine. Oui. » Et c'est ça. Et ben, le petit déjeuner, que les yaourts sucrés et les biscuits. Et là, c'est encore plus difficile d'intervenir. En sachant que l'obésité infantile, maintenant, surtout dans des pays comme le Maroc, en voie de développement, elle fait des ravages et c'est réversible. C'est-à-dire qu'il faut agir à cet âge-là pour qu'on n'arrive pas... C'est plus difficile de prendre un adolescent et de le faire manger la soupe. C'est ça, Par contre, quand son palais est habitué à consommer de la soupe, eh bien oui. Et en ce moment-là, il y a des astuces, il y a des trucs à faire à la maison. Quand on fait la diversification, il faut, dès le départ, apprendre à manger sur la salle à manger, à table, dans sa siège haute, en famille, dans un climat qui est convivial, sans télévision, sans parasites autour. On ne joue pas quand on mange. Donc ça, c'est des habitudes qui s'apprennent dès le départ. Si dès le départ, je mets les règles, elles vont être respectées. Très, très important. On a consommé un peu plus du tiers de l'émission déjà uniquement sur cette partie-là de l'alimentation et du cycle de vie. C'est sûr que on pourrait consacrer une émission entière, voire plus, à cette thématique, mais on doit un petit peu avancer. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention aux enfants lorsque... Alors, on peut justement être très prévenant, vraiment encadrer la diversification alimentaire, mais quand ils arrivent vers l'âge de 2 ans, 3 ans, où ils gagnent en autonomie, ou en tant que mère, on lâche un peu... On respire parce qu'ils ne dépendent plus forcément de nous à 100% pour les nourrir. Et donc, à ce moment-là, parfois, on laisse faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de malnutrition à cet âge-là? Parce que c'est l'âge critique. C'est l'âge critique, c'est ça. Ils mangent comme des petits moineaux et en même temps, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ils compensent par autre chose. Et justement, il faut ce qu'on appellerait les faux pas. C'est-à-dire, c'est qu'à ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'à l'âge de 2 ans, commence l'autonomie, l'âge du non. L'enfant commence à refuser, donc il faut être très vigilant. Les choses à ne pas faire, c'est qu'il ne faut pas remplacer
ce qu'on appelle le repas principal, c'est-à-dire le petit déjeuner ou le déjeuner, par des collations. Et c'est ce qui se fait parce que la maman, elle se dit, au moins je le laisse manger. Non, je dis, vaut mieux lui donner quelque chose de correct pour sa santé, plutôt que de donner n'importe quoi, rien que pour qu'il mange. Parce qu'on n'est pas en train de remplir, on est en train de nourrir. Il faut le laisser. Rien donner. C'est pas grave. Il va s'habituer. Quand il aura faim, il va prendre. Et après, il va s'habituer qu'il n'y a pas de remplacement. C'est ça. Et c'est ça. Il ne faut pas se soucier et se dire... Ah, et puis, il y a autre chose. Excusez-moi, je saute rapidement sur cette idée aussi. C'est qu'il y a des mamans qui disent mon enfant ne mange pas beaucoup. Alors qu'en fin de compte, on compare ce qu'il mange par rapport à un plat qui... D'adulte. Ça aussi à ne pas faire, et respecter les enfants petits mangeurs. Les petits mangeurs, on ne va pas leur donner 3 repas et 2 collations, on peut faire plus que 2 collations. On peut faire des collations qui sont consistantes. Au lieu que ce soit des collations légères, elles peuvent être consistantes parce que c'est des petits mangeurs, c'est des petits estomacs. Il faut faire attention aussi à la quantité, parce que c'est l'âge où l'estomac il se distend, il commence à prendre de la taille. Et si on le développe beaucoup, s'il se distend beaucoup, après on peut tomber dans l'obésité. Et puis, Alors ça me ramène à une idée qui est très importante, c'est ce fameux saut adipeux. Bon adipeux, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon adipeux. Bon adipeux. Je savais qu'il y avait une histoire de mouvement. Bon adipeux, exactement. Qui serait dangereux s'il se met en place très tôt. Effectivement. Alors là, il y a quelque chose d'essentiel pour faire la transition, c'est qu'il faut organiser sa maison. C'est-à-dire qu'il faut assainir sa maison, il faut assainir ses placards. Parce que les enfants, ils vont vers la facilité. Si c'est un panier de fruits, c'est un fruit. Mais si c'est des biscuits cachés dans un placard, des chips, ça sera des biscuits et des chips. Donc il faut assainir et garder le temps des repas précis. Alors ça, le bon adipeux, c'est physiologique. En fait, c'est des réserves que l'enfant fait pour préparer sa croissance. Vers quel âge ? Généralement, ça se fait vers 6 ans. Et on a peur quand ça se fait avant. C'est pour ça que j'insiste sur un point important. Dans tous les carnets de santé, il y a une courbe de poids que personne ne remplit, alors que son rôle est très important. C'est-à-dire il y a une courbe de poids avec un minimum et un maximum. Tant que l'enfant évolue dans ce cadre, il faut le laisser en paix. Donc en fait, vers 6 ans, en moyenne, tous les enfants prennent un peu plus de poids ? Oui, on remarque dans la courbe que ça descend un peu et puis hop, il y a un pic. Ça veut dire qu'il est en train de se constituer des réserves pour la croissance. D'accord. Alors quand ce bond se fait avant le moment, c'est un facteur de risque de développer de l'obésité par la suite. C'est pour ça qu'à partir de 2 ans, c'est vraiment le moment où il faut être vigilant, il faut lutter contre les petits repas, grignotage et garder les repas principaux, parce que quand ce bond d'adiposité se fait avant, c'est qu'il y a une prédisposition à faire de l'obésité par la suite. C'est ça. Ça nous amène rapidement aussi vers l'adolescence. Alors, c'est un âge aussi critique du développement du corps de l'enfant, futur adulte, donc de l'adolescent qu'il est. Et en même temps, les parents n'ont plus aucun contrôle, encore moins alimentaire, sur cet ado. À ce moment-là, c'est quoi ? Si on a construit avant, eh bien tant mieux, parce que l'enfant va aller normalement sur la bonne voie. Mais en même temps, qu'on veuille ou pas, c'est l'âge de la rébellion, c'est l'âge des fast-foods, de manger dehors avec les amis. Et surtout que ça coïncide, parce qu'au fait, on parle d'adolescence par rapport au comportement, mais par rapport à la croissance, on va parler beaucoup plus de la prépuberté et de la puberté. Donc, mais ça coïncide. Et c'est là où vraiment il y a une amalgame des deux comportements et le comportement par rapport à la puberté. Alors, le problème de cette période de puberté, c'est la période de la croissance, où la croissance, à la fin de la puberté, la croissance va s'arrêter ou on va se ralentir. Et donc, on a besoin de bonnes réserves et bons comportements. Mais il y a aussi le problème de l'adolescence. Et là, je vais aussi dire qu'il n'y a pas que le risque de l'obésité, mais il y a un autre risque qui est encore plus important, surtout chez les jeunes filles. Si on parle beaucoup de finesse et de tomber dans de maigreur, et on le voit de plus en plus souvent, et on voit des enfants qui mangent presque rien, ils vont manger du n'importe quoi pour rester maigres, et on les voit par exemple en sortant des collèges, des filles très très fines, mais qui sont en mauvaise santé. Ça, c'est vraiment aussi très important. Il ne faut pas trop parler du risque de l'obésité, mais il faut beaucoup plus parler et sensibiliser vers la bonne santé et bien manger correctement, éviter de manger tout ce qui est justement fast-food. Il faut les laisser. Il ne faut pas dire non, on ne va pas le prendre. Mais ça va rester, par exemple, le repas de la semaine, le repas plaisir, où on va le faire peut-être en sortie et tout.
Il faut le garder, ce repas, justement? On n'est jamais contre se faire plaisir. Exact. Il faut juste savoir comment se faire plaisir et à quel bon moment. Exact. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, un gâteau d'anniversaire pour fêter son anniversaire, c'est très bien, mais qu'on en fasse le dessert. On va bien manger, on va souffler les bougies Oui. et qu'on prenne cette part de gâteau comme dessert, par exemple. Oui. Oui, il faut garder ce repas pour les enfants parce que sinon, ils vont vivre en marge de la société. C'est pas possible. Leurs copains font ça, ils vont se sentir punis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la puberté, que ce soit chez le garçon ou chez la fille, c'est le corps qui change. C'est la croissance accrue. Et bon, généralement, les filles, elles poussent bien avant les garçons. Généralement, les filles, c'est vers 12-15 ans. Les garçons, c'est plutôt après. C'est ça. Mais attention aux filles, parce qu'avec l'apparition des règles, le manque de fer, c'est-à-dire qu'il y a un besoin plus accru encore en fer. Les garçons, on est plutôt du côté du calcium, de la vitamine D, parce que ça pousse énormément quand on Alors, pardon quand de on vous arrive. interrompre, ça me rappelle l'image de ces garçons arrivés à l'adolescence qui mangent beaucoup. Alors, et vous avez des parents, en préparant l'émission, j'ai discuté avec une maman qui a un pré-ado à la maison, un ado, elle me dit, je dois préparer des repas consistants parce qu'il a faim. Je dois lui préparer des dîners consistants, pourtant, le garçon est... Il faut le faim. laisser manger, mais c'est la qualité nutritionnelle qui compte. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à cet âge-là? Est-ce que les garçons ont vraiment plus faim? Bien sûr. En fait, Ils toujours, dévalisent les réfrigérateurs. L'homme a toujours besoin de plus de calories que la femme. Exact. Ça, c'est normal. métabolisme Et de puis, base n'est plus- l'activité physique n'est pas pareille. Généralement, C'est ça. les filles, c'est plus des jeux gentiment, etc. On va jouer à la poupée, on va être entre copines. Les En garçons, préadolescente, elles vont se sentir insultées, docteur. non, mais elles sont plus calmes. C'est vrai, c'est vrai. Les garçons, Ce sont c'est plutôt plus foot, le basket. foot, ça court, le C'est skate, ça. c'est plus des sports agressifs, Physique, ouais. physiques. Et là, il faut vraiment combler les déficits, mais il faut que ça soit une qualité nutritionnelle. Il faut avoir le petit déjeuner est quelque chose d'important parce que les études sont très claires. Quand on saute le petit déjeuner, on compense au déjeuner, on stocke 26% de plus, Ok. on somnole en classe, on a moins de concentration et on est plus sujet à faire de l'obésité. Alors, le petit déjeuner idéal, on le sait, on connaît très bien, produits laitiers, produits céréaliers et fruits. Le déjeuner, c'est la moitié des apports caloriques de la journée. Ça doit être équilibré, protéines, légumes et féculents. La collation pour recharger les batteries et puis le dîner qui doit être plus ou moins léger. Ok. Alors, mais il ne faut pas oublier quelque chose, il n'y a pas que l'alimentation. L'activité Ces physique. enfants sont en pleine croissance. Ils jouent leur capital osseux jusqu'à la fin de la croissance. Tout le monde joue ça. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je remplis ma masse osseuse jusqu'à 21 ans. et cette masse osseuse, c'est mon capital De toute la vie. De toute la vie, c'est À ça. partir, quand je finis ma croissance, eh ben, il y a un pourcentage de perte chaque 10 ans. Et la femme, quand elle atteint la ménopause, ça devient plus accru avec le manque d'œstrogène. Et pourtant, c'est la période où on mange le plus mal, on va dire. Oui. Cette période d'adolescence. Il y a la qualité de manger, mais on sait aussi que la contrainte osseuse, c'est-à-dire l'activité physique, marcher, est très importante à cet âge-là et tout au long de la vie après. Et aujourd'hui, C'est on a ce qui des va ados de développer plus en le- plus Voilà. oisifs. Et d'ailleurs, on le sait, il y a des études maintenant qui ont montré, faites par l'INSERM, qui montrent qu'il y a le risque de fracture chez les enfants à l'âge de la puberté est plus important parce que l'os est fragile. Et donc, cette contrainte par l'activité physique, c'est-à-dire si on fait de la bicyclette, il n'y a pas de contrainte parce que le corps, il est supporté, il est porté, alors que la marche, on le sait, 4 heures de marche pour une femme réduirait de 40% le risque d'ostéoporose. 4 heures de marche par semaine. Par semaine, Par bien semaine, sûr. Oui, 4 Ok. heures par Alors, semaine. On va revenir sur, dans un petit moment, on va devoir marquer la pause dans l'émission, mais on va revenir sur la constitution de ce capital osseux, qui est très important, puisqu'en fait, c'est ce qui va nous amener aux autres paliers, grossesse pour les femmes, âge adulte de façon générale. On marque une courte pause. Je sais que vous êtes impatients Bien sûr. d'y aller. À tout de suite. Je suis sûre que vous êtes impatients d'écouter les explications de nos spécialistes sur l'alimentation et cycle de vie. Comment construire son corps année après année. Bon, bien sûr, au départ, ça dépend des parents, de ceux qui nous élèvent. Et puis, ensuite, eh bien, ça dépend de soi. Ça dépend de l'information que nous avons pu emmagasiner au fur et à mesure des années grâce au conseil des spécialistes. Et justement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour vous. Nous en parlons avec deux médecins nutritionnistes, Dr Karim Louali et Dr Baha Rabia. Merci beaucoup. Et on s'était arrêté sur un point qui est crucial, véritablement, c'est la construction du capital osseux.
Et en fait, ce capital osseux, c'est quoi? C'est ce qui va soutenir, solidifier notre squelette année après année. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est pendant l'adolescence que ce capital osseux se construisait. Et qu'à 21 ans, eh bien, c'était fini. Tout le capital était construit. Sauf que c'est une information, on va dire, qui ne circulait pas tant que ça avant. Et surtout, qui n'arrive pas vraiment aux oreilles des adolescents. Quand on est adolescent, eh bien, c'est vrai qu'on mange un petit peu n'importe comment. Et en toute honnêteté, si on parle à un adolescent d'ostéoporose et de vieillissement du squelette, ça ne leur parle pas du tout. Alors, comment on peut sensibiliser les ados, qui sont loin du vieillissement, à cette histoire de constitution de leur squelette? Docteur Karim Louali. Déjà, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, pour avoir des os costauds et solides, ça passe, par une alimentation, parce que c'est le calcium, c'est la vitamine D. Donc, il faut avoir ces sources dans notre alimentation. Quand on parle de vitamine D, c'est d'abord l'ensoleillement. Donc, il faut être à l'air libre, il faut jouer dans le soleil. Puis, poissons gras, et notamment sardines en premier lieu. Et puis, toutes les sources de calcium, ne serait-ce que l'eau minérale qui est très riche en calcium, les produits laitiers, et j'en passe. Et ensuite, ce que les gens ne voient pas, c'est l'activité physique. C'est parce que c'est quand je suis en activité, en apesanteur, que j'aide mon os à se constituer. Et donc, le sport chez les enfants, chez les adolescents, est quasi obligatoire. Et là, on l'oublie. C'est-à-dire, ce n'est pas les 2 heures de sport qu'on fait à l'école qui sont suffisantes pour construire nos os. Il faut absolument accompagner l'enfant par une activité sportive en dehors de l'école. Et ça, c'est très important. Mais ça, c'est le rôle des parents, parce qu'à cet âge-là, un ado on ne peut pas lui demander cette prise de conscience de son squelette pour sa vieillesse. Il est tellement loin de tout ça, en fait. Je crois que c'est tout d'abord, il faut instaurer les habitudes. On a dit dès le départ, commencer par instaurer les habitudes de mon comportement, mais aussi être un exemple pour les enfants. C'est surtout ça, parce que les enfants, en tant que parents, que ce soit dans les repas ou que ce soit pour l'activité physique ou que ce soit pour tous les comportements. C'est-à-dire que l'enfant, l'adolescent, on instaure, on va beaucoup plus parler de puberté que d'adolescent, parce que dans votre spécialité, c'est ça. C'est parce que c'est ça qui nécessite, c'est pas l'adolescence. L'adolescence, c'est beaucoup plus le comportement. Mais par rapport à la puberté, si on a bien préparé l'enfant à bien se nourrir de manière diversifiée, à faire de l'activité physique. L'activité physique, ça s'instaure à l'âge de 6 ans, 7 ans. C'est-à-dire, dès qu'on est accro à l'activité physique, on ne va pas l'arrêter à la puberté ou à l'adolescence. Du tout, on va continuer. Alors, si les parents donnent l'exemple, ça c'est par rapport à l'activité physique, et puis par rapport à l'importance de l'os, moi je crois que l'enfant à la puberté, il n'a même pas envie d'entendre parler, comme vous avez dit, de squelette. De ça. Mais c'est juste que si on a déjà le repas qui est complet et lui expliquer, et surtout mettre la main à la pâte, apprendre à nos enfants, et chose qui ne se fait plus, les enfants, dès le bas âge, à entrer en cuisine, à faire des préparations culinaires, à savoir ce que c'est qu'à manipuler les aliments, lui servir. Ça peut être... L'impliquer, c'est mieux. Il vaut mieux l'impliquer parce que lui aussi va commencer, ça va susciter sa curiosité et de commencer à demander comment je vais préparer le repas complet, qu'est-ce que je dois mettre et tout ça. C'est beaucoup plus... On arrive à l'étape d'après, c'est quoi? C'est l'âge adulte, la grossesse, surtout pour une jeune femme. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose à rattraper? Bien entendu. On en a dit au début de l'émission, la conception prénatale est importante. C'est-à-dire, une maman doit faire un bilan nutritionnel, doit faire un bilan de santé, on doit voir ce qui manque, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines. Vous savez, la vitamine D, pratiquement tout le monde en manque aujourd'hui, le fer, les chiffres sont graves, hein. Les carences en fer chez les femmes en âge de procréer, le chiffre est hallucinant. Mais vraiment, le chiffre est hallucinant et pas toutes développent des symptômes d'anémie. C'est ça le problème qui se pose. C'est-à-dire que si on ne va pas faire un bilan pour dépister la carence en fer, on ne le sent pas. Et après, on se demande pourquoi elle est essoufflée, pourquoi elle est fatiguée, pourquoi le bébé ne grandit pas correctement. Et donc là, l'intérêt de faire une consultation prénatale pour préparer la maman à cette grossesse. Remplacer ce qu'il faut remplacer, supplémenter ce qu'il faut supplémenter, donner les conseils hygiéno-diététiques, parce que parfois le fer, on le trouve dans l'alimentation, hein, dans les épinards, dans les lentilles, dans le foie de bœuf, des choses comme ça, faire des préparations pour booster, et nutritionnellement, et complément si besoin,
et préparer la maman à passer sa grossesse normalement. Parfait. Alors, préménopause aussi, préménopause, ménopause, andropause. On parle beaucoup de la préménopause et de la ménopause, donc bien sûr pour les femmes, mais on va commencer cette fois-ci le sujet pour les hommes. On parle rarement de l'andropause chez les messieurs chez les seniors, exactement, chez les hommes. Et est-ce que l'alimentation des hommes, des seniors, est importante aussi? Exactement. Souvent, on fait beaucoup plus attention, et d'ailleurs dans les programmes de nutrition, il faut beaucoup plus attention à la femme et à la santé de la femme, parce que c'est vrai que c'est elle qui va porter les enfants, c'est elle qui va faire des enfants en bonne santé. Il ne faut pas oublier que l'homme aussi, il est concerné, parce que l'andropause, quoique elle n'est pas... scientifiquement, elle n'est pas vraiment... Le terme andropause, il est discuté, mais la chute, la chute des hormones masculines aussi vont entraîner une déminéralisation. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que, on l'a dit tous, que la minéralisation, le capital osseux est fait jusqu'à 21 ans, mais... il est maintenu, il doit être maintenu. C'est ça qui est important. C'est pas parce qu'il est fini que ça, il faut continuer à le maintenir, parce qu'il est fait, il est à son maximum. Mais l'activité physique, l'alimentation saine et correcte va maintenir ce capital osseux pour rentrer en ce qu'on appellerait l'andropause ou l'âge senior, avec un bon capital conservé. Et là, il faut faire attention à l'alimentation de l'homme aussi. L'homme petit âge, je parle bien du monsieur. Il faut qu'il soit aussi... Il y a des risques de fractures, les risques de chute, moins importantes que chez la femme, mais elles sont décrites aussi chez les hommes, parce qu'il y a une fragilisation de l'os. Alors vous dites, on a un capital qui se constitue, très bien, mais il faut le garder. Et pour le garder, bien sûr, eh bien, ça passe par l'alimentation et l'activité physique. Par rapport à l'alimentation, on savait communément que la source principale de calcium, ce sont les produits laitiers. Or, il y a beaucoup de contradictions par rapport à cela, et sans vouloir rentrer dans la polémique, comment permettre aux gens, aujourd'hui, de continuer à se supplémenter en calcium en faisant... Est-ce qu'il faut faire abstraction de ce qui se raconte? Je vais peut-être vous choquer. J'ai rarement trouvé dans les analyses, ça fait 12 ans que j'exerce, quelqu'un qui est en déficit en calcium. D'accord. En fait, le corps a besoin d'un certain nombre de milligrammes par jour. 400 mg par jour sont largement apportés juste par une eau minérale équilibrée et les légumes et l'alimentation quotidienne. Alors, ce qui cause l'ostéoporose, c'est pas le déficit en calcium quand on mange. En fait, c'est la fuite du calcium de l'os. Et pourquoi ce calcium fuit-il? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de vitamine D, parce que je ne fais pas d'activité physique, parce qu'il y a un mauvais équilibre phosphocalcique. Parce que c'est la vitamine D qui colle le calcium sur l'os. Bien entendu, c'est une panoplie de facteurs. Mais l'activité physique est essentielle. Pourquoi? Parce que notre os est en perpétuel remaniement. D'un côté, je détruis et de l'autre côté, je construis. C'est des cellules spécialisées, ostéoclastes, ostéoblastes. Et donc, c'est l'exercice qui me permet de maintenir la cadence pour refaire mon os. Parce qu'il change, en 3 mois, on change toutes nos cellules osseuses, en fait, ça tourne. Et ce qui se passe, c'est que les problèmes qui commencent, en fait, l'homme et la femme, ils ont les mêmes problèmes. Sauf que c'est un intervalle d'âge différent. La femme avec la ménopause, elle fait avant. Mais l'homme fait les problèmes d'hypertension avant la femme, parce que la femme est protégée par les menstruations. Donc, c'est les mêmes problèmes, sauf qu'ils sont à âge différent, mais la prévention est la même. Il faut manger équilibré, pas forcément, il ne faut pas focaliser sur le calcium. Moi, je trouve que la vitamine D est un problème plus grave que le calcium. Le calcium, on ne le trouve pas que dans les produits laitiers. On ne va pas parler de cette polémique parce que les écoles se battent. Mais le calcium, on le trouve aussi dans les oléagineux, on le trouve aussi dans l'eau minérale, on le trouve aussi dans pas mal de choses. Mais moi, je le dis toujours, il faut manger équilibré, c'est l'équilibre. Ce n'est pas parce que je vais consommer beaucoup de produits laitiers que je vais avoir une bonne source de calcium. Il faut manger équilibré. Et en fait, l'histoire de cette activité physique, c'est un catalyseur de chimie dans le corps. C'est ça, c'est le sport qui va créer plusieurs opérations. C'est la contrainte osseuse, c'est cette contrainte osseuse, c'est-à-dire c'est l'appui sur l'os, c'est contraindre l'os, il ne faut pas qu'il soit au repos. C'est ça ce qui va faire qu'il va augmenter son métabolisme et donc renouveler les cellules osseuses et donc être plus solide. Alors, comme vous avez dit, les écoles discutent le sujet. Moi, je dis quand même que le calcium des produits laitiers
garde sa place, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et il faut justement, il n'y a pas d'excès, mais il faut que quand même qu'il soit présent parce que il faut dire aussi, il n'y a pas que le calcium pour les produits, il y a aussi la vitamine D. La vitamine D qu'on trouverait dans l'huile, mais déjà l'huile, on demande à réduire la consommation d'huile. Donc les produits laitiers, c'est le calcium, la vitamine D, et c'est important de les consommer de manière modérée et logique et raisonnable. L'activité physique est très importante. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas un élément, c'est des déterminants de la santé nutritionnelle. Et donc, c'est l'activité physique, le comportement, le stress, etc. C'est beaucoup de déterminants qui vont faire, donc il faut faire attention à tout. Mais en même temps, à cet âge-là, le palier auquel nous sommes arrivés, à savoir les seniors, hommes et femmes, andropause, ménopause, c'est un âge où le métabolisme ralentit. Et donc, où on voit des personnes qui ont toujours été actives, qui ont toujours fait attention à leur alimentation, quand même prendre du poids et quand même prendre du poids au niveau du ventre. C'est physiologique. C'est physiologique. Mais c'est frustrant quand même. Oui, mais on a des tranches d'âge. C'est-à-dire que généralement, quand on parle pourcentage de matière grasse, il y a jusqu'à 40 ans, de 20 à 40 ans, puis de 40 à 60 ans, puis après 60 ans. Et dans chaque phase, on peut se permettre un peu plus de matière grasse dans notre corps. D'accord. Ça c'est physiologique. Mais vous dites par exemple 40 à 60 ans, on peut se permettre plus de matière grasse qu'entre 20 et 40 ans. Et pourtant, visiblement, on prend plus de poids entre 40 et 60 ans, non? Ou je me trompe? On perd plus difficilement. Alors moi, j'aimerais bien attirer l'attention sur l'âge. Si on compare les femmes d'avant à l'âge de 45 ans et les femmes d'aujourd'hui, avant, les femmes de 45 ans étaient plus obèses que les femmes d'aujourd'hui de 45 exactement. ans. Alors il faut aussi dire qu'il y a un autre facteur très important, c'est que aujourd'hui, la femme, elle fait les enfants plus tard et donc elle reste à l'âge de 45 ans, elle a une vie familiale à gérer. Exact. Alors, dès qu'on arrive à l'âge où la femme, elle n'a plus d'enfants à prendre en charge, donc elle n'a pas cette contrainte du repas à l'heure, donc elle commence à manger n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc, toutes les perturbations, que ce soit la dénutrition, parce que c'est vrai qu'on va être peut-être avoir plus de poids, mais être dénutri à l'intérieur, moins de micronutriments dont je parle souvent. Et donc, il y a l'âge. C'est vrai, il y a la préménopause, la ménopause, mais il y a aussi le facteur comportement de la femme parce qu'elle a fini ses responsabilités. Et de l'homme aussi? De l'homme aussi, parce qu'il y a plus ces horaires, manger à midi, et surtout à partir de l'âge de la retraite aussi, où on a carrément toute la vie qui est perturbée. Et ça, c'est un âge à prendre aussi en considération. Et puis, il ne faut pas oublier que la femme, quand elle arrive à la ménopause, elle passe de ce qu'on appelle une obésité gynoïde, à une obésité androïde. Alors gynoïde en forme de poire, c'est-à-dire c'est l'obésité de la femme, c'est les hanches, c'est les rondeurs. Elle passe à une obésité d'homme. Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Plus dangereux sur le plan santé. Voilà. C'est ça. Et puis là, c'est des demandes qu'on voit spécifiquement à des femmes en ménopause, en préménopause, qui viennent pour le petit ventre qu'elles ont pris, qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Bon, généralement, elles vont oublier qu'à côté, ils ont baissé leur activité physique. C'est-à-dire avec le travail, avec les enfants, elles font moins de sport, elles se dépensent moins. Et généralement, ça mange plus, ça grignote plus, puis ça va encore accentuer plus ce changement physiologique qui est dû au manque d'oestrogène et au manque d'hormones et à la préparation à la ménopause. Et c'est vraiment le moment où elle doit se prendre en main, se prendre en charge, revoir, poser des questions, revoir son mode de vie, sa santé, et prendre les bonnes décisions et les bonnes résolutions pour préparer sa santé de retraite, comme on dit. En tout cas, on espère vraiment qu'on a apporté les grandes lignes, les bonnes grandes lignes pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Je vous remercie vraiment pour votre mobilisation, vraiment pour cette émission, on va dire 100% santé, parce que la communication médicale est très importante, ça permet de sensibiliser au maximum. Docteur Karim Louali, médecin nutritionniste, docteur Baha Rabia également, merci beaucoup. À très vite. Moi, je reste avec les téléspectateurs. On n'en a pas fini de parler de santé. À tout de suite. Alors place tout de suite à notre interview santé et surtout à cette question, est-ce que les palpitations sont graves, docteur? Docteur Ahmed Bennis, bonjour, merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir, vous êtes professeur de cardiologie. Et justement, docteur, les palpitations, est-ce que c'est grave? Alors les palpitations, tout d'abord, c'est une sensation de sentir son cœur, c'est-à-dire c'est une sensation anormale de sentir son cœur. Normalement, on est là, on ne sent pas son cœur battre. C'est ça. Quand on le sent, ça veut dire qu'on a des palpitations.
En général, dans la majorité des cas, c'est un symptôme banal. C'est-à-dire c'est une contraction qui survient en dehors de la période normale. D'accord. C'est une contraction soit des oreillettes, soit des ventricules, qui va survenir en dehors d'une période normale. En général, C'est pas le cœur que l'on sent vraiment, c'est pas l'organe cœur qui. c'est la contraction qu'on C'est ça. sent. C'est la sensation anormale de sentir cette contraction. Alors, on va sentir cela sous forme parfois d'un cœur qui est normal, et puis de temps en temps, on le sent, ces battements irréguliers. Parfois, ça peut être des accès de tachycardie. C'est ça. Ça devient rapide. Parfois, ça devient irrégulier. En général, c'est un symptôme qui amène les gens à consulter. Ça fait peur. Parfois, les gens sont alertés. Mais en général, on fait un bon examen, l'électrocardiogramme, on évalue. Et dans la majorité des cas, les palpitations sont un symptôme banal. Ceci dit, on va voir dans quelles circonstances les palpitations peuvent être dangereuses et ça mérite un traitement. D'accord, mais en même temps, lorsque vous dites, heureusement, dans la majorité des cas, c'est un symptôme banal, mais c'est dans ce cas-là un symptôme de quoi? C'est un symptôme, vous savez, dans le cœur, il y a deux oreillettes qui sont des réservoirs, deux ventricules, un droit et un gauche, qui sont de véritables pompes qui vont se contracter. Et dans cette mécanique, il y a de l'activité électrique. Le cœur a une double activité, une activité mécanique, et il y a de l'électricité. Et cette électricité vient d'en haut de l'oreillette droite, par un nœud qui s'appelle le nœud sinusal, et ça va être transmis aux oreillettes, puis dans le pont entre les oreillettes et les ventricules, puis dans les ventricules. Quand on a, par exemple, une petite fibrose, des petites fibres, le courant électrique ne va pas être de façon harmonieuse. Et on peut parfois avoir une perturbation de ce courant électrique. Parfois, ça peut tourner sur lui-même. Donc il y a quand même un petit truc. Il y a un petit truc. Ça peut être un truc banal, Oui. mais ça peut être parfois un truc plus grave. beaucoup plus sérieux. Ok, alors avant de parler du truc plus sérieux, vous avez des personnes qui, souffrant d'angoisse, d'anxiété, ressentent beaucoup de battements de cœur, ressentent beaucoup de palpitations, de tachycardie. Alors ça, à ce moment-là, est-ce que c'est physique, c'est réel, ou bien c'est plutôt psychologique, sans être réducteur, hein. Ma question ne va pas du tout dans ce sens-là. Quand on subit un stress dans son travail, avec une pression énorme, le taux des catécholamines, des hormones qui accélèrent le cœur, va devenir plus important. Et ces hormones vont provoquer une accélération du rythme du cœur. Et parfois des perturbations du rythme du cœur. Et ça peut se sentir parfois dans des périodes de stress, des périodes de pression, des périodes où on a beaucoup de choses sur les épaules. Ça peut être tout à fait banal. Mais parfois, ces palpitations peuvent être un symptôme d'un mal plus profond, d'une maladie cardiaque. Mais est-ce que c'est... Parce que souvent on dit, par exemple, dépression, angoisse sont accompagnées de battements de cœur accélérés. Voilà. Alors, ces battements de cœur accélérés, est-ce qu'ils sont véritablement accélérés? Est-ce que c'est réel ou c'est un ressenti? C'est réellement, quand on fait un enregistrement du cœur sur 24 heures, on voit que le cœur s'accélère pendant ces pressions-là. Alors, on va séparer en général deux types de palpitations. Les palpitations qui surviennent sur un cœur normal, c'est des gens de 40 ans un peu stressés, qui ne font pas assez beaucoup de sport, qui subissent les pressions de la vie et qui, de temps en temps, dans des périodes de vie, qui vont faire des palpitations. La ménopause aussi? La ménopause aussi, on peut avoir des périodes d'excitabilité augmentée du cœur. C'est ça. Voilà. Alors, on va sentir ces palpitations, mais quand on fait un examen clinique, il y a un électrocardiogramme, on pousse même parfois à faire une échographie cardiaque, un enregistrement, on voit que ces extrasystoles, ça veut dire des contractions qui surviennent en dehors de la période normale, sont tout à fait banales et n'ont aucun risque, n'ont pas de retentissement ni sur le cœur ni sur la vie des gens. Généralement, c'est des personnes qu'on rassure, on donne un peu de tranquillisant, parfois on donne un bêta-bloquant pour ralentir le cœur et tout va rentrer dans l'ordre. Parfois on ne donne rien, on donne juste du magnésium. Parfois ça rassure les gens d'entendre qu'ils n'ont rien? Absolument. Et dans la majorité des cas, on ne donne aucun traitement spécifique. D'accord. Mais dans quelques cas, ça peut être en rapport avec une maladie cardiaque. On peut avoir de la tension, on peut avoir des maladies des valves du cœur, on peut avoir des maladies des oreillettes, on peut avoir des maladies du muscle cardiaque, on peut avoir des maladies des artères du cœur. À ce moment-là, c'est un symptôme. Parfois, c'est un symptôme d'une maladie. Parfois, on a des anomalies du circuit électrique avec lesquelles on est né, ou des anomalies acquises. À ce moment-là, tout dépendra de la cause. On fait des investigations poussées, un examen clinique, électro, échographie, enregistrement du cœur sur 24 heures, et à ce moment-là, on saura. Et le traitement va dépendre, bien sûr, de la cause. D'accord. Mais ce ressenti de palpitation, de cœur qui s'emballe,
Par exemple, pour le cas des enfants, et pour le cas des enfants qui naissent avec des problèmes cardiaques, un enfant ne peut pas mettre des mots sur un ressenti. Et pourtant, ça pourrait être le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Alors, à ce moment-là, comment se fait le diagnostic? Est-ce que c'est chez le pédiatre? Est-ce que c'est les parents qui peuvent le sentir fortuitement? Est-ce que c'est l'enfant, lorsqu'il peut plus ou moins s'exprimer vers l'âge de 5 ans, 6 ans, qui peut le rapporter? Comment ça se passe pour des êtres qui ne sont pas vraiment capables de verbaliser les choses? C'est relativement rare, hein, mais ça existe. Alors à ce moment-là, on a des symptômes de l'enfant qui se plaint d'avoir un cœur rapide. Les parents peuvent le constater. Et puis lorsque constater pourquoi on voit, ça bouge parce que le cœur est assez proche de la paroi. C'est des enfants qui sont un peu relativement, on voit relativement le cœur chez l'enfant battre. On voit la pointe du cœur et on peut prendre le pouls. On sent que le pouls est accéléré. On examine l'enfant, on voit s'il n'a pas de souffle cardiaque. On fait un électrocardiogramme et puis on interroge les parents. Quand est-ce qu'il faut s'alerter? C'est lorsque l'enfant présente des palpitations fréquentes, lorsque ça gêne l'enfant, lorsqu'il a perdu connaissance, lorsqu'il a fait des lipotymies, des chutes, et lorsqu'il y a dans la famille des notions parfois de mort subite ou de maladie cardiaque grave. À ce moment-là, c'est des choses qui sont tout à fait à prendre au sérieux. Et à ce moment-là, on va examiner l'enfant plus en sérieux pour voir est-ce qu'il y a une cause qui est derrière. Voilà un peu pour l'enfant. Mais c'est relativement rare. Et en général, l'enfant se plaint que son cœur bat vite, que quand il fait un petit effort, que ça bat très vite. Ça devient sérieux quand on a constaté que l'enfant a déjà fait une perte de connaissance, lorsque le rythme du cœur... Est-ce que c'est accompagné d'autres symptômes? Il y a d'autres symptômes, par exemple, lorsque le cœur bat parfois des accélérations de plus de 180-200 battements par minute, quand ça dure dans le temps, ce n'est pas uniquement des accès de 2-3 minutes, ça dure parfois 15 minutes plus de temps. À ce moment-là, on fait attention, surtout lorsqu'il y a un passé familial, quelque chose qui peut attirer l'attention. Alors, est-ce que vous direz peut-être, professeur, que c'est un ressenti, un mal plutôt féminin? Vous avez je pose la question et vous confirmez ou non, parce que vous avez beaucoup de femmes qui rapportent ce problème de palpitation. On entend beaucoup plus les femmes le dire, en parler que les hommes, et surtout en période de ménopause. Et quand elles vont consulter, le médecin, le cardiologue, trouve que tout est normal. Et pourtant, on va dire, c'est gênant au quotidien. Tant mieux, tout est normal. Tout est normal, mais ça reste gênant. En général, c'est un symptôme qui ne doit pas trop alerter les gens, et surtout les femmes. On est alerté quand on a des palpitations qui durent dans le temps. On a un accès de palpitation, on sent son cœur, on dort, et à partir à 1h du matin, son cœur s'emballe complètement, et ça dure pendant 2 heures, 3 heures, où le cœur bat à la chamade et où le cœur bat très très vite, de façon irrégulière. À ce moment-là, on peut s'alerter. On s'alerte aussi lorsque c'est des accès, c'est-à-dire de façon inopinée, ça arrive que le cœur s'emballe sur des fréquences de 180-200 battements par minute, sur une durée de 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures, voire 12 heures. À ce moment-là, il y a un problème au niveau du cœur. Parfois, c'est des courts-circuits qu'on va localiser, qui peuvent donner ce qu'on appelle des réentrées et qui vont favoriser des accès de tachycardie. Mais est-ce que ça c'est peut grave? être gênant. Dans ces cas-là, oui. Il y a des traitements spécifiques. On a des traitements médicamenteux, on a des traitements non médicamenteux. On peut aller jusqu'à brûler lorsqu'on trouve un circuit anormal par d'électricité. C'est ce qu'on appelle de la radiofréquence. Parfois, quand il y a et après, les choses reprennent leur cours. Tout à fait normalement. Quand il y a parfois des arythmies majeures, il peut y avoir un risque de formation de caillots dans le cœur, dans des anticoagulants. Mais c'est des cas spécifiques, ce n'est pas dans la majorité des cas. Vous parlez de la majorité des femmes qui ont, à partir de la quarantaine, qui sont sous stress, qui fument un peu, qui ont un peu de surpoids, qui sont stressées et qui vont faire quelques palpitations. En général, c'est banal. Quand on examine ces personnes, quand on leur fait des examens même poussés, on ne trouve rien. Alors, on a deux possibilités. Soit on donne des petits tranquillisants, des bêta-bloquants, et tout va rentrer dans l'ordre. Soit on ne donne rien, du magnésium par exemple. Mais vous savez, dans une vie, on a des périodes comme ça de stress où on sent des palpitations, des orages de palpitations. Ça part par la suite. Alors vous savez que chaque jour, on peut faire jusqu'à 1000 extrasystoles par jour sans le sentir. C'est quoi 1000 contractions en dehors de la normale sans le ressentir. D'accord. Alors ça c'est... Mais sans qu'on sent rien du tout. C'est-à-dire si on prend quelqu'un, on lui fait un enregistrement du cœur sur 24 heures, parfois ça peut grimper, mais il ne ressent rien. C'est ça. Alors ce n'est pas pour ça qu'on va donner un traitement. On donne un traitement lorsqu'on a vraiment besoin, lorsqu'il y a une maladie cardiaque, lorsque c'est très gênant, lorsqu'on a des signes majeurs.
à savoir des accès qui vont durer dans le temps, lorsqu'on a des douleurs dans la poitrine, lorsqu'on a des pertes de connaissance, lorsque ça devient extrêmement gênant, lorsque ça perturbe la vie des gens, à ce moment-là, on va donner un traitement, on va faire des examens assez poussés pour voir quel est le trouble du rythme et pour justement traiter la personne. Mais pour rassurer nos téléspectateurs, il ne faut pas forcément avoir peur de palpitations, mais il faut quand même consulter. L'avantage des palpitations, c'est qu'ils amènent généralement les gens à consulter. Et c'est l'occasion pour voir sa tension artérielle, est-ce qu'il y a une arythmie, est-ce que le cœur marche bien, et en général, ça se solde par un petit traitement. Mais dans quelques cas, des cas particuliers que j'ai cités, on diagnostique quelque chose. Et parfois, ça peut être sérieux. Mais alors parfois, dans de rares cas, c'est des palpitations qui peuvent être en rapport avec les ventricules qui sont malades. Mais à ce moment-là, lorsqu'on a des accès, lorsque le cœur est malade et qu'on a des palpitations, c'est généralement sérieux. Ça veut dire que parfois il y a des risques de tachycardie ventriculaire, par exemple, ou de contraction des ventricules de façon anarchique, et ça peut parfois être dangereux. Mais vous savez, tout ça, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que les palpitations, c'est un symptôme assez grossier qui regroupe sous son aile beaucoup de pathologies qui vont des oreillettes en passant par le nœud, entre les oreillettes et les ventricules, des ventricules. Et par conséquent, tout dépendra bien sûr du diagnostic. Du diagnostic dépend le pronostic, dépend le traitement. Bien sûr. Et comme vous avez dit, eh bien, au moins ça amène à consulter et au mieux on sort avec un check-up positif. Et puis en plus de ça, généralement, c'est pour rassurer les gens, messieurs, dames, les palpitations sont en général symptômes banals. Ne vous inquiétez pas, mais inquiétez-vous lorsque ça devient cœur très rapide, des palpitations soutenues dans le temps, perte de connaissance, douleur à la poitrine, perte de connaissance. Voilà. N'hésitez pas à consulter. Voilà. Merci beaucoup, professeur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne suite des programmes sur Média TV. Un grand merci à toute l'équipe. Au revoir.